Bonjour tout le monde. Ça fait un bon moment que nous ne sommes pas ensemble pour une vidéo et je m'excuse du délai. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo et je vais espérer que je n'ai pas d'interruption cette fois-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler du module 4 à la recherche d'un emploi et la base, c'est un emploi dans le monde francophone. Surtout en France, mais le monde francophone en général aussi. Donc, c'est un chapitre très utile, j'espère, pour vous tous, pour nous tous. Alors, notre agenda. Pardon, je vois maintenant que je n'ai pas fait ça comme il faut. Voilà. Alors, notre agenda, je vais parler de quelques différences entre les États-Unis et le monde francophone, surtout la France, juste brièvement. Ensuite, discuter des offres d'emploi, le curriculum vitae, la lettre d'accompagnement, l'entretien d'embauche et quelques aspects divers qui sont incorporés dans le chapitre ou que je pense sont importants pour vous de connaître. Alors, comme vous avez bien lu dans le chapitre 4 il y a quelques semaines, trouver un emploi en France ou dans le monde francophone est assez différent que trouver un emploi aux États-Unis. D'abord, la lettre manuscrite est typique dans le monde francophone, c'est-à-dire que vous écrivez la lettre à la main. Hein? Vous ne tapez pas. Vous n'utilisez pas d'ordinateur. Et ça existe toujours. Hein? Et c'est un peu, ça va peut-être mourir un de ces jours avec l'Internet, avec la technologie, mais c'est toujours important. Et il y a des personnes, même mon père qui est américain, il pense que c'est très utile de pouvoir voir comment une personne se présente à travers leur écriture. En France, ils font même des analyses de votre écriture. J'ai eu un étudiant qui a voulu faire sa lettre sur une feuille de papier rose ou quelque chose. Non. Vous faites une feuille blanche qui n'a pas de ligne, très classique. Hein? Bon. Une deuxième chose, c'est votre CV. En anglais, on dit résumé. En français, il dit CV. Le mot CV existe aussi en anglais, mais le sens en anglais est différent. Donc, en anglais, quand on dit CV, on parle de tout ce que vous faites dans toute votre vie. Dans le monde académique, j'ai un CV, et c'est, je ne sais pas, 15, 18, 20 pages, quelque chose. C'est long. Hein, c'est toutes mes publications, tous les articles, enfin, tous les cours que j'ai enseignés, c'est tout, quoi. En France, quand ils disent CV, ils pensent vraiment au mot résumé, c'est-à-dire c'est 1 ou 2 pages au maximum. Alors, quelques différences. En France, il faut mentionner votre état civil, votre nationalité, votre âge et il faut avoir une photo. Bon, alors, officiellement, ce n'est pas nécessaire. Mais je vais vous dire, selon mon expérience, si vous ne mentionnez pas ces choses, les personnes francophones pensent qu'il y a un problème. Donc, une fois, j'étais sur un comité, on allait embaucher quelqu'un et le CV n'a pas eu de photo. Et je peux vous dire que les membres du comité ont discuté cela. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de photo? Et ils veulent savoir pourquoi. Aux États-Unis, on ne mentionne pas ces choses. Hein. C'est illégal même de demander l'âge de quelqu'un. Et on a peur de la discrimination aux États-Unis et donc il n'y a pas de photo. Votre CV, c'est juste vos mérites. Hein. Mais en France, les rapports, comme vous savez, de notre livre Cultural Intelligence avec Peterson, les rapports sont très importants en France. Donc, je vous conseille de mettre votre photo. Vous n'avez rien à cacher et vous allez provoquer plus de peur et plus de questions si vous ne le faites pas. Comme étranger, il est vraiment indispensable de mentionner votre nationalité. Et oui, c'est un problème. Pour être honnête, c'est un problème. Il est difficile d'embaucher des Américains des fois en Europe. Mais il faut être honnête, vous ne pouvez pas cacher cela et ils vont savoir. Donc, il vaut mieux dire cela dès le début. Et dans votre lettre d'accompagnement, vous pouvez expliquer pourquoi vos qualités méritent la peine de chercher un visa de travail pour vous, par exemple.
En France, il y a beaucoup de tests de personnalité. Aux États-Unis, je crois aussi. Mais bon, plus en France. Et en France, les questions personnelles sont permises. Ça, c'est une grande différence qui choque souvent des Américains. Les Français parlent des enfants. Comment allez-vous pouvoir travailler et s'occuper de vos enfants? Ils peuvent vous poser cette question en France. Aux États-Unis, c'est complètement illégal. Et donc, il faut vous préparer. Hein? Et bon, ça c'est juste le résumé. Il y a la loi de 1993. Et selon cette loi, toutes les informations, tous les tests de personnalité, toutes les questions personnelles doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi. Mais les Français disent, bon, alors, c'est lié avec l'emploi. Nous avons besoin de savoir si elle va pouvoir travailler ou si les enfants vont être un problème, vous voyez? Et donc, oui, il y a une loi que on ne peut pas juste poser n'importe quelle question, mais les interprétations sont assez ouvertes et il y a très peu de procès légaux, pardon. Alors, comme aux États-Unis, la discrimination est interdite. Et je crois, en fait, mon opinion, encore une fois, que cette liste est même plus longue que la liste des choses protégées aux États-Unis. Hein? Votre origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, âge, vous pouvez lire. Hein? Mais vos opinions politiques sont protégées en France. Vos activités syndicales, protégées en France. Votre apparence physique, protégée en France. Votre patronyme, ça c'est votre nom de famille. En France, ils jugent selon les noms de famille des fois. Quand j'ai enseigné à l'université, mon superviseur a demandé de voir la liste des étudiants dans ma classe et juste à la base des noms de famille, il m'a donné les régions des étudiants différents ou des histoires supposées, je ne sais pas. Donc, la discrimination est interdite. Ils ne peuvent pas dire, oh, mais vous êtes un Rasen, on ne va pas vous embaucher parce que nous savons que les Rasen, ils causent des problèmes. Bon. Au Mouron, j'ai mis beaucoup de ressources qui peuvent vous aider à trouver un stage ou un travail dans le monde francophone. J'ai trouvé beaucoup de sites intéressants en Belgique, au Maroc, au Canada, en France. Et donc, il est difficile comme étranger d'être embauché, mais il n'est pas impossible. Et donc, je vous suggère une visite aux sites différents. On peut toujours consulter les journaux. Hein? Quand vous lisez les annonces dans un journal, il y a des abréviations. Et voilà quelques abréviations qui se trouvent à la page 59. Vous avez des annonces à la page 58. Je vais vous donner, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de vous tester. C'est juste pour vous. Faites un petit quiz si vous connaissez ce que les choses ici veulent dire. Et je vais imaginer maintenant que vous avez fait cela. Et voilà les réponses. Hein. Vous voyez qu'il y a une abréviation pour manuscrit. Vous voyez manus, vous ne faites pas attention et vous ne savez pas que c'est une lettre manuscrite écrite à la main. Hein. Encore une fois, nationalité mentionnée. Personnalité mentionnée. Hein. Contrat à durée indéterminée. Moi, je pense que c'est le meilleur contrat. Ça dépend de la situation. Mais pour l'employé, je crois que c'est le meilleur contrat. Donc, si vous voyez cela, c'est un travail sérieux, par exemple. Hein? Bon, et vous pouvez lire les autres. Alors, j'ai voulu regarder avec vous quelques sites web mentionnés du livre et que j'ai trouvé. Donc, ici, c'est le pôle emploi en France. Et j'ai fait ma recherche, je ne sais pas, disons que je veux un travail dans le marketing. Le marketing, c'est un anglicisme, mais pour le moment, on va le faire. Et je vais lancer la recherche. Et ici, il y a 150 offres en marketing. Et je peux lire et décider ce que je pense. Voilà le type de contrat, CDD, intérim.
Assistant en marketing. Peut-être si je cherche un stage ou quelque chose, cela m'intéresse. Ici, c'est les départements, les zones en France. Donc, ici, c'est l'immobilier. Oh, ça ne m'intéresse pas. Ici, assistant au directeur saisonnier. Peut-être je veux travailler cet été en France. Donc, je vais voir si cela peut aller pour moi. Alors, vous avez le lieu, le type de contrat à 9 mois. Peut-être ça ne va pas pour un été, mais ils acceptent les débutants. Oh, c'est moi. 400 €, 9 heures par jour. Oh non, pardon, par semaine. Donc, ça va. C'est peut-être pas beaucoup, mais bon. Dans quelques offres, et je vais vous montrer une autre offre que j'ai choisie, vous avez quelques abréviations. Quand vous lisez en ligne, bien sûr, ils ont plus d'espace. Donc, ils n'ont pas besoin d'utiliser les abréviations. Mais vous voyez ici, homme-femme, donc contrôleur de gestion, contrôleur, cela suggère peut-être masculin. Donc, ils expliquent, oh non, les hommes et les femmes, c'est à Paris. Leader de la santé. Intéressant. Votre mission, quand vous voyez cela, alors d'abord quand vous voyez cela, c'est parce que quelques sites web ne reconnaissent pas les accents, c'est le OI qui sont attachés, OE, pardon, qui sont attachés, ou bien ils n'ont pas tapé les accents comme vous savez faire. Mais je vous conseille de lire, soigneusement ces choses et d'utiliser le même vocabulaire. Je vais expliquer pourquoi dans quelques moments. Mais la formation, les langues, ici, vous pouvez dire, oh, je parle anglais couramment, je connais habiter dans des cultures différentes, et voilà. Donc, pas beaucoup d'abréviations ici, mais quelques-uns. Surtout, lisez toute l'annonce. Votre 6 mois, OK. Vous ne voulez pas parler de passer toute la vie à cette société si c'est vraiment juste pendant 6 mois. Il faut vraiment connaître les annonces. Bon. Et une autre chose, c'est juste pour vous montrer comment lire. Ça, j'ai eu du mal à trouver des journaux en ligne. Il faut payer pour voir les petites annonces en ligne. Donc, c'est pourquoi je suggère des sites comme Pôle emploi. Mais dans les journaux en France, il y a des petites annonces pour tous les emplois différents des régions. Et ici, vous avez beaucoup d'abréviations. PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Vous allez apprendre cela dans un chapitre, je crois que c'est le chapitre 5, enfin, je ne sais pas. Et homme, femme, c'est coupé. Mais ici, vous pouvez voir que dans le journal, il y a plus d'abréviations, donc c'est toujours envoyer CV, lettre de motivation. C'est toujours pratique de connaître les abréviations pour pouvoir lire et comprendre et répondre d'une manière correcte. Bon. Alors, le curriculum vitae, j'ai déjà dit, c'est un résumé des qualifications du demandeur. Il y a plusieurs types, mais comme vous êtes pour la plupart des jeunes, vous êtes tous jeunes, pour la plupart vous êtes des étudiants, on va parler d'un CV pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience avec le monde des emplois. Et donc, une page pour vous. Une page, c'est sérieux. Et attention, ils vont passer 30 secondes selon le livre à lire votre CV. Et je peux vous dire de mon expérience, c'est même moins de 30 secondes. Donc, c'est la première impression. C'est peut-être la dernière impression. Et vous avez 30 secondes. Donc, votre CV doit être net et propre, facile à lire. Bon, c'est très important. Vous ne pouvez pas exagérer l'importance du CV, à mon avis. Une petite histoire. Je travaille pour un professeur aux États-Unis et j'étais son assistante. Donc, j'étais à une réunion et il m'a donné une liste des choses à faire et je prenais des notes. Et j'ai remarqué qu'il lisait des feuilles pendant qu'il me parlait.
Et il jetait quelques feuilles dans la poubelle, il mettait d'autres feuilles sur la table, il y avait des tas de feuilles différentes. Et à la fin de la réunion, il m'a demandé si j'avais des questions et j'ai dit oui, mais qu'est-ce que vous faites? Il a dit, oh, je lis des CV pour l'emploi de professeur à notre université. Et c'est comme ça, hein. Pendant la réunion avec moi, pendant qu'il me parlait, il jetait des coups d'œil sur les CV différents, et non, c'était pas à Concordia, ça, mais il jetait un coup d'œil sur les CV différents, et il a décidé à ce moment-là s'ils veulent continuer à considérer la personne ou s'ils veulent jeter cette personne ou leur CV dans la poubelle. Vraie histoire, hein? Il y a aussi aujourd'hui les robots qui lisent et voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut lire toute la petite annonce et imiter le vocabulaire, copier, hein. Ce n'est pas le plagiat, cela montre que vous avez bien lu leur annonce. Utilisez les mêmes mots parce que les robots cherchent les mots-clés. Et si vous avez les mots-clés, votre CV passe à une vraie personne. Et une personne va donc passer 30 secondes à lire votre CV. Mais aujourd'hui, avec la technologie, des fois, c'est l'ordinateur qui décide avant même qu'une personne reçoit cela. Donc, ces premières impressions sont extrêmement importantes. Alors, la brièveté, c'est difficile pour moi, vous savez, mais il est très, très important. Jamais plus de 2 pages, jamais, même moi, j'ai un CV professionnel. J'ai dit mon CV académique, c'est 20 pages, quelque chose. Mon CV professionnel, c'est 2 pages. Hein? C'est tout. 1 page pour un jeune candidat. Il faut avoir de bonnes marges, double interligne entre les sections, le format à puce. Ça, c'est le format à puce. Hein? Ici, ce sont des puces. Moi, je comprends. Quand vous avez seulement 2 pages, vous voulez avoir des petites marges. Mais non, ce n'est pas une bonne idée. Gardez de bonnes marges et évitez les polices de caractère décoratif, fantaisiste, etc. Hein? Classique. Facile à lire. Cela est très important. Alors, quelques autres conseils. Alors, une police classique ou contemporaine, mais ne mélangez pas 2 polices différentes. Le gras pour les titres, l'italique pour les fonctions, ne soulignez pas parce que les personnes pensent que c'est un hyperlien. Donc, le gras ou l'italique, ou ça c'est l'encadré. Alors, l'encadré, c'est vraiment la boîte ici. Ou le grisé pour votre accroche, si vous voulez. En France, il suggère que après le point final, vous avez juste un espace et pas 2. Et il y a des espaces insécables avant tous ces points de ponctuation. C'est-à-dire que en France, vous avez un espace avant le virgule, avant le double point, avant le signe pour le pourcentage. Et c'est insécable. Vous ne pouvez pas séparer l'espace, le numéro et le point de ponctuation. Vous voyez? Inséparable, si vous voulez, mais le mot officiel, c'est insécable. Si vous utilisez Microsoft Word et vous faites que vous changez la langue, et vous mettez que c'est le français, il va faire cela pour vous automatiquement. Hein? Et le point d'interrogation et le point d'exclamation sont en rouge parce que vous ne faites pas ça dans un CV. Un tiret, ça c'est un tiret ici, et c'est précédé par un espace sécable. Donc vous pouvez avoir un espace ou taper une nouvelle ligne avec les tirets, mais pas avec les autres. Alors, ne dites pas CV, tout le monde comprend que c'est votre CV. Mais voilà les autres rubriques importantes et je vais parler de chacun dans un peu plus de détails, mais pas trop, je fais attention à l'heure pour vous. Alors, votre état civil, c'est votre nom, vos coordonnées personnelles, adresse postale. Si c'est aux États-Unis, indiquez que c'est marqué États-Unis. Hein? Ils ne vont pas savoir automatiquement que Minnesota, c'est les États-Unis. Enfin, peut-être, mais pas toujours. Il faut donner votre adresse électronique, votre numéro de téléphone. Encore une fois, si c'est international, marquez les coordonnées internationales. Vous écrivez votre nom de famille en lettres majuscules. Monsieur ou madame n'est pas nécessaire.
mais homme ou femme, comme ça, H ou F, entre parenthèses, est très commun. Comme moi, par exemple, gay, c'est un prénom masculin, souvent. Beaucoup de personnes pensent que je suis un homme quand ils voient mon nom. Donc, pour moi, peut-être je veux marquer femme parce que c'est... Les personnes ont honte de m'écrire des lettres avec un accord masculin ou de penser que je suis un homme et ensuite d'être choquée quand je suis une femme et j'arrive. Hein? Âge, nationalité, situation de famille, il vaut mieux les mentionner. Vraiment, c'est pas obligatoire. Ces trois dernières choses ne sont pas obligatoires, sauf nationalité si vous êtes étranger. Mais âge et situation de famille, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est très commun, c'est très accepté. Et si vous ne le faites pas, vous êtes différent et ils veulent savoir pourquoi. Hein? Vous n'avez rien à cacher. Donc, je vous conseille de mettre cela, mais c'est à vous de choisir. La photo en haut à droite, numérique, hein, et encore une fois, professionnelle. C'est pas une photo de vous et vos amis à Praxis Band. Hein. Vous ne souriez pas dans votre photo non plus. Les Français sont sérieux. Une bonne photo, comme une photo pour votre visa ou pour votre passeport. Hein. La croche, j'aime ce mot, hein, the hook. Ça, c'est essentiel. C'est pour attirer l'attention du recruteur. Et ici, mentionnez le poste annoncé. Utilisez leurs mots parce qu'ils veulent savoir que vous avez bien lu leur annonce. Si c'est une candidature spontanée, donc il n'y a pas de petite annonce, mais vous voulez proposer vos services, vous mentionnez cela aussi. Et les atouts principaux, c'est ce que vous mettez ici. Brièveté, n'oubliez pas, mais voilà. Les citations, c'est un gros débat. Je connais des personnes qui aiment des citations. J'ai vu des CV qui utilisent bien les citations. Moi, personnellement, je ne les aime pas parce que je pense qu'il est très difficile de trouver la bonne situation pour la bonne citation pour toute situation. Donc, moi, j'évite cela et je me concentre sur les aspects classiques, hein, mes qualités, comment moi, je suis la meilleure candidate pour ce travail. Alors, formation, vous ne dites pas éducation, c'est un anglicisme. Vous m'écoutez bien, hein? C'est un anglicisme. Vous faites formation. C'est un ordre rétrochronologique. Toutes les choses sont en ordre rétrochronologique. Donc, vous commencez avec la chose la plus récente et ensuite dans le passé. Et vous ne traduisez jamais les noms propres et les diplômes. Vous n'avez pas une licence. Vous n'avez pas un master. Vous avez ou vous aurez un BA, un BA. Et moi, je vous suggère de mettre entre parenthèses 4 années universitaires. Ils vont comprendre cela. Probablement, ils vont comprendre BA. Mais vous dites combien d'années universitaires, mais vous ne dites pas licence. Hein? Vous n'avez pas de licence. Vous n'avez pas de bac. Donc, il faut expliquer lycée, diplôme de lycée, 4 années universitaires ou 3 années universitaires, etc. Alors, les langues, souvent les personnes marquent lu, écrit, parler, c'est à éviter. C'est une meilleure idée d'utiliser les mots de vocabulaire comme notion, donc c'est un débutant. Connaissance moyenne, pour la plupart des étudiants dans cette classe, vous avez une connaissance moyenne. Courant, hein, c'est quelqu'un qui est très avancé, qui parle couramment la langue. Langue maternelle, c'est jamais nous. Hein, il faut être, vous parlez anglais. La plupart des étudiants, je crois, vous parlez anglais comme votre langue maternelle. Je pense aux étudiants qui sont actuellement dans mon cours. Et bilingue, c'est encore une fois, si vous êtes né vraiment parlant les deux langues. Hein? Donc, le plus que vous pouvez espérer dans une situation normale, c'est courant. Probablement, vous voulez mettre français connaissance moyenne. Ça dépend, parce que le monde des affaires, ils comprennent mal le mot courant aux États-Unis, pas en France. En France, dans votre CV, vous mettez connaissance moyenne. En anglais, dans un CV américain, vous pouvez mettre, c'est un débat, hein, c'est une longue conversation, mais des fois, j'ai conseillé aux étudiants de mettre
Non, je recommence. J'ai conseillé aux étudiants de postuler pour une annonce qui cherche quelqu'un qui soit fluent en français et en anglais. Alors, fluent, c'est courant. Mais aux États-Unis, quand ils disent fluent, ils cherchent quelqu'un avec une connaissance moyenne, si vous me comprenez. Ils cherchent quelqu'un qui a assez de français pour pouvoir parler avec des gens au téléphone, pour poser des questions, pour discuter avec des personnes, pour résoudre des problèmes. Et vous pouvez tous faire cela avec une connaissance moyenne. Donc, les Américains comprennent le développement des langues différemment. Et donc, dans le monde des affaires aux États-Unis, ils utilisent le mot fluent, mais vraiment, ils cherchent vous. Hein? Ils cherchent des personnes avec une connaissance moyenne. Donc, n'ayez pas peur de postuler pour ces emplois. Alors, un petit quiz. Comment décrirez-vous votre niveau de français et de l'anglais? Alors, encore une fois, je conseille pour le français une connaissance moyenne. Pas pour toute la classe, mais pour la plupart de la classe, l'anglais, c'est votre langue maternelle. Alors, rubrique expérience professionnelle. Vous commencez avec votre emploi actuel, ordre rétrochronologique, encore une fois, date, employeur, poste, description brève de vos activités. Et vous pouvez choisir entre les substantifs, donc les tâches que vous avez faites, ou les résultats. Si vous faites résultat, c'est passé composé. Si c'est tâche, c'est une action répétée, donc c'est imparfait. Bon. Si vous parlez des stages, vous pouvez mentionner les mois ou pour un emploi occupé pour moins d'un an, mais sinon, c'est juste les années qu'il faut mentionner. Un exemple, et je ne dis pas que c'est le meilleur exemple, mais voilà, 2014 à 2015, Concordia College, assistant au département de français, responsable d'aider les professeurs, faire du tutorat et de la gestion du bureau. Bon, c'est pas, je ne sais pas, mais ça c'est un exemple. Je n'aime pas le format, mais bon. Rubrique centre d'intérêt. Alors, des choses à mentionner. Les sports d'équipe, les sports d'endurance, si vous courez des marathons, par exemple, des activités artistiques ou des associations. Et vous n'allez pas aimer cela, mais il faut éviter les choses banales. J'aime lire, j'aime le cinéma, j'aime voyager. Tout le monde aime voyager, lire et le cinéma. J'aime faire la cuisine, moi aussi, et tous mes amis. Hein? Et c'est triste parce que je sais que vous aimez ces choses et moi j'aime ces choses aussi. Mais ce n'est pas une étoile, ce n'est pas quelque chose d'unique. Donc vous devez penser à autre chose à mettre sur votre centre d'intérêt où vous ne le mentionnez pas. Mais n'oubliez pas, les Français aiment connaître votre personnalité un peu. Donc je vous conseille de penser à quelque chose. Alors divers, quelques personnes mettent âge, situation de famille et nationalité à la fin de la page. Je suggère de mettre cela en haut de la page avec vos coordonnées. Ça, c'est plus classique. Et vous pouvez ajouter d'autres catégories comme des publications, les organisations professionnelles. En général, en France, ils ne mentionnent pas les références. Ils ne mentionnent rien. Hein? Si vous voulez mentionner vos références, vous écrivez comme ça, hein, références fournies sur demande. Vous ne dites jamais, vous n'écrivez jamais les noms de vos références dans votre CV. Mais vous pouvez avoir ces mots, hein, références fournies sur demande à la fin de votre CV si vous voulez. Aux États-Unis, on mentionne cela, mais pas dans le monde francophone. Oh! Voilà, mon ami, la petite grenouille française. Coucou. Vous êtes toujours avec moi? Vous ne dormez pas? Bon, alors on continue. La lettre d'accompagnement. Alors, l'objet de la lettre, c'est de faire lire le CV. Intéressant, n'est-ce pas? Vous voulez encourager la personne à passer plus de 30 secondes à lire votre CV. Bon. C'est une opportunité pour vous de mentionner vos qualités avec un peu plus de détails.
Il y a deux types, des réponses à une annonce et une candidature spontanée. Comme j'ai dit, quand il n'y a pas d'emploi annoncé, mais vous voulez proposer vos services. Et il y a toujours la lettre manuscrite. Mais pour notre classe, on va imaginer que vous pouvez taper votre lettre parce que nous sommes en ligne et c'est plus pratique pour nous. Alors, dans votre lettre d'accompagnement, il y a trois parties. L'entrée en matière, le contenu et la formule de politesse. Et en France, où le livre suggère une page. Je crois que c'est correct. Hein? J'ai vu des lettres de 2 pages, bien sûr, et même quelques lettres qui durent 3 pages. Mais surtout pour un jeune candidat, une page, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Alors, dans l'entrée en matière, voilà les questions à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire? Pourquoi est-ce que vous postulez pour ce travail? Est-ce que c'était une annonce spécifique? Si oui, il faut mentionner cela. Est-ce que c'est votre passion? Oh, c'est très important, il faut mentionner cela. Hein? Pourquoi est-ce que vous écrivez? Pourquoi est-ce que vous postulez à ce travail? Il y a des exemples à la page 63. J'ai juste écrit quelques-uns que j'aime. En réponse à votre annonce parue dans le Figaro du 2 août, je vous adresse ma candidature pour le poste de, ou passionné par le secteur, etc., etc. C'est avec un vif intérêt. Oh, regardez ces jolis adjectifs, n'est-ce pas? Hein? Donc, il est très important de mentionner l'annonce comme ça d'une manière très spécifique, même aux États-Unis. Hein? Ces idées ici sont de très bonnes idées pour une lettre américaine aussi. Faites votre recherche, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous dire combien de fois les personnes postulent pour un travail, même à Concordia, et ils ne connaissent rien de notre département ou de notre université. Et ils me posent des questions vraiment stupides ou ils ne changent pas la lettre. Et je sais que c'est pénible, mais avec la technologie, ce n'est pas trop difficile quand même de changer la lettre, de modifier votre lettre pour chaque travail. C'est nécessaire. Moi, j'ai embauché beaucoup de personnes. J'étais chef de département pendant, je ne sais pas, 6 ans ou quelque chose, pendant longtemps. J'ai lu plusieurs lettres. J'étais membre de plusieurs comités. Il est très clair. Les personnes qui ne changent pas les lettres, les personnes qui ne font pas la recherche, c'est évident immédiatement. Et vous n'allez pas avoir une bonne réponse. Donc, ça, c'est primordial. Alors, le contenu, voilà la question à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? C'est le monde des affaires. Hein? Ils veulent savoir ce que vous allez leur donner. Qu'est-ce que vous allez me donner si je vous embauche? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, pour mon entreprise? Hein? Et aussi, pourquoi est-ce que cette entreprise vous intéresse-t-elle? Nous sommes très intéressés par cette question à Concordia. On veut savoir que les personnes partagent la même philosophie, hein, qu'ils croient aux arts libéraux. Et donc, on veut voir s'ils peuvent expliquer cela. Hein? Donc, n'ayez pas peur, il faut personnaliser ce qui vous concerne et ce qui concerne les besoins de l'entreprise. N'oubliez pas de mentionner votre CV. Hein? Le CV ci-joint résume mon parcours dans, etc., etc. Plus d'exemples à la page 65. Alors, le formule de politesse et la demande d'un rendez-vous, c'est le dernier paragraphe. Il faut avoir une formule de politesse. Regardez le module 2 encore une fois et n'oubliez pas de demander un rendez-vous dans le dernier paragraphe. Il faut dire en attendant une réponse de votre part ou en anticipant un rendez-vous avec vous à l'avenir, je vous prie de croire, monsieur Machin, à mes salutations les plus distinguées. Hein? Ça, c'est le dernier paragraphe. Bon.
il y a beaucoup d'exemples, de mauvais exemples des entretiens d'embauche. J'aime beaucoup, beaucoup les questions à la page 66 et nous allons avoir un entretien d'embauche et je vais vous poser ces questions. Hein. Donc, pensez à comment vous allez répondre. Alors, regardons cet exemple. Oh, je n'entends pas la musique. C'est un mauvais exemple. J'ai essayé de faire quelque chose de drôle. Bon, il danse. Vous ne dansez pas. Et je vous ai donné d'autres exemples dans les devoirs. Bon. Si vous recevez un entretien d'embauche, c'est très bon signe. Parce que votre lettre a provoqué la lecture du CV. Votre CV était accepté et ils sont intéressés par vous. Hein? Donc, c'est une étape décisive. C'est souvent par Skype aujourd'hui, même aux États-Unis. Hein? Donc, même si c'est par Internet, portez vos meilleurs vêtements, s'habillez correctement, arrivez à l'heure, un peu en avance toujours, vérifiez votre connexion Internet, vous voulez être professionnel. Encore une fois, j'ai fait des entretiens d'embauche par Skype et je vois les camarades de chambre derrière qui font des bêtises. Non, hein, je ne suis pas impressionnée. Il faut se renseigner sur l'entreprise, il faut connaître, faites votre recherche, connaître l'entreprise, jetez votre chewing gum, etc. Ne mangez pas, ne buvez pas. Vous voulez donner une apparence professionnelle. Et surtout, ne parlez pas anglais. Et faites très attention aux anglicismes. Alors, une exception, s'ils veulent tester votre anglais, s'ils vous posent des questions en anglais, bien sûr, vous allez répondre en anglais. Mais prouver votre anglais va être facile. Les convaincre que vous parlez bien français et que vous pouvez être professionnel dans le monde francophone, plus difficile pour nous. Donc, il est plus important pour nous de parler français. Alors, beaucoup plus de conseils à la page 65. Évitez de gesticuler. Ne dites pas oui ou non. Hein? Et utilisez des phrases complètes, s'il vous plaît. Hein? J'ai fait un test à quelqu'un ce matin et j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de machin truc? Et elle a dit, c'est une bonne idée. C'était la fin de sa réponse. Hein? C'est une bonne idée. Oh, pourquoi? Donnez-moi plus d'informations. Hein? Donc, vous ne dites pas juste, oui, accepterez-vous de voyager? Oui. Non. Hein? Oui, j'accepterai avec plaisir de voyager. Je suis passionnée par le voyage et en plus, j'ai de l'expérience habiter à l'étranger. Vous voyez? Répondre à leurs questions et donner un peu plus, mais ne parlez pas trop. Ça, c'est très difficile. Hein? Moi, quand je fais un entretien d'embauche, quand je suis la candidate, je regarde les autres personnes et quand ils bougent, quand ils ont l'air moins intéressés, je m'arrête. Les personnes disent 1 minute ou moins pour votre réponse. Donc, c'est un équilibre difficile. Vous ne pouvez pas juste dire oui, mais vous ne pouvez pas parler pendant 5 minutes. Hein? Regardez les personnes. Essayez de lire leur langage corporel. S'ils sont intéressés, s'ils vous regardent dans les yeux, s'ils hochent la tête, vous pouvez continuer un peu. Hein? Mais sinon, arrêtez et n'ayez pas peur du silence. Attendez qu'il recommence avec la prochaine question. En général, c'est conseillé de regarder les personnes aux yeux. Dans quelques parties du monde francophone, dans les pays musulmans, des fois, pour les femmes, il faut faire attention et vous ne voulez pas regarder directement les hommes aux yeux. Bon. Même chose pour la poignée de main. Ce n'est pas ferme et forte comme aux États-Unis, mais ce n'est pas rien non plus. Donc, pensez au conseil de Peterson. Pour les femmes, en Afrique du Nord, par exemple, il faut faire attention. Mais bon. Et vous ne voulez pas manger avec la main gauche en Afrique du Nord non plus.
Mais gardez une bonne posture, posez des questions, soyez calme, mais s'il vous plaît, montrez un intérêt. La personne que j'ai testée ce matin n'était intéressée par rien. Qu'est-ce que vous lisez? J'ai pas le temps de lire, ok? Quelles actualités suivez-vous à ce moment? Oh, je ne suis rien. OK? Vous avez un diplôme en business. Est-ce que vous pouvez me parler de l'économie aujourd'hui? Non, cela ne m'intéresse pas. OK? Hein? Montrez un intérêt. Même si c'est pas votre passion, vous pouvez dire l'économie n'est pas ma spécialité, mais j'ai lu ou j'ai vu ou quelque chose. Voilà pourquoi nous faisons des événements actuels dans cette classe. Il faut avoir quelque chose à dire. Quand quelqu'un vous demande ce qui se passe dans le monde, vous dites quelque chose. Vous suivez les actualités. Vous lisez quelque chose. Vous avez des intérêts. Vous avez des opinions. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas expert. Ne mentez pas. Mais il faut montrer un intérêt. Alors, la préparation, hein? Oh, les Français aiment les mises en situation de plus en plus. Ça existe aux États-Unis aussi. Hein? Donc, ça, c'est un peu bizarre, mais c'était un exemple de livre. Hein? Et ce sont de vraies histoires. Hein? Vendez-moi, c'est un poste en vente. Donc, vendez-moi cette agrafeuse. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment est-ce que vous allez convaincre la personne d'acheter l'agrafeuse de la salle? Ah. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec votre supérieur. Que faites-vous? Oh, une bonne question où il n'y a pas de bonne réponse. Hein? Dangereux. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Je vous conseille de ne jamais dire de mauvaises choses de votre employeur. Parce que cela montre une qualité de personnalité que les francophones n'apprécient pas beaucoup. Et moi, je n'apprécie pas beaucoup. Quand je demande à quelqu'un pourquoi ils sont partis de leur dernier travail, s'ils commencent à dire de mauvaises choses, je ne sais pas si je veux cette personne. Qu'est-ce que cette personne va dire de moi ou de Concordia? Hein? Donc, je crois que moi, comment je répondrais, je dirais que je vais bien sûr respecter mon supérieur, mais je vais essayer de lui parler pour comprendre leur position, pour mieux comprendre leur position, et peut-être si l'opportunité, je chercherai l'opportunité de poser mes questions et de proposer mes idées, mais dans un cadre privé. Voilà. Il y avait un problème avec une famille en France. Et l'étudiant m'a dit, mais cette personne a menti devant moi. Elle a menti. OK. Mais si vous ne donnez pas à la personne la possibilité de save face, c'est l'expression en anglais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Donc, en France, vous ne voulez jamais, pas jamais, mais il faut faire très attention de ne pas contrarier votre supérieur publiquement. Ça dépend. Il y a quelques réunions où un débat, ils cherchent un débat. Mais il y a d'autres moments où publiquement, vous ne dites rien. Devant le monde, vous êtes une équipe unie. Mais derrière la porte fermée, de mon expérience, mes supérieurs ont toujours apprécié mon honnêteté. Surtout si je cherchais à comprendre leur opinion, leur perspective, leur point de vue. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours accepté ce que j'ai voulu, mais ils ont pris le temps de m'expliquer pourquoi ils font telle ou telle chose. Et j'ai vraiment apprécié cela et j'ai grandi. Hein? Bon. Encore une fois, n'oubliez pas que les questions personnelles sont permises. Sauf opinion politique, la religion et la vie sexuelle. Donc, s'ils vous demandent de parler de votre vie sexuelle, ce n'est pas correct. Mais parler de vos enfants, oui. L'emploi de vos parents, oui. Vous pouvez imaginer ça aux États-Unis? Jamais, mais en France, oui. Ils sont très intéressés par les rapports. Votre patronyme dit révèle beaucoup pour eux. À la fin de l'entretien et ou même à travers l'entretien, posez des questions. Montrez votre initiative, montrez votre motivation, renseignez-vous
et pas une question, toi, au minimum. C'est ce que je suggère. Il faut regarder l'heure. S'ils sont occupés, s'ils ont autre chose à faire, hein, ça va. Mais vraiment, vous voulez montrer votre intérêt, très important. Et des questions précises, spécifiques. J'ai lu sur votre site web que vous vendez tel ou tel produit. Je me suis renseignée, mais je ne suis pas certaine de comprendre. Est-ce que vous pourriez me décrire les qualités que les personnes qui achètent ce produit apprécient le plus? OK. Et je vais donner le nom du produit, bien sûr, mais j'invente quelque chose. Il y a plus d'idées aux pages 66 et 67. Bon. Le sourire. Jamais dans la photo du CV. Et pas en général en France. Donc, vous me connaissez, hein? Est-ce que j'ai un grand sourire au visage? Non, presque jamais. Les personnes pensent que je suis toujours fâchée, que je suis méchante. C'est parce que je ne souris pas. Je suis plus française comme ça. Les Français pensent que les personnes qui sourient tout le temps sont bêtes, sont stupides ou ont un problème, un handicap mental des fois. Donc, vous ne voulez pas du tout donner cette impression. Je parle en généralisation, hein, mais ça c'est dans les livres culturels, c'est pas moi qui dis ça. Enfin, je l'ai répété, mais les personnes ont fait de la recherche. Donc, le truc, c'est comment être agréable sans être trop souriant. Et n'oublie pas que, oui, j'ai dit que contrarier votre supérieur en public peut être un problème, mais les Français aiment les débats. Ils respectent beaucoup les opinions différentes et un débat intellectuel. Vous n'avez pas besoin de dire oui à tout ce qu'ils disent. Ça, c'est pas agréable pour eux. Ils n'aiment pas ça. Hein? Vous n'avez pas besoin de sourire tout le temps. Ils préfèrent un sourire quand quelque chose est amusant ou quand vous avez une vraie raison de sourire. Donc, pour vous, les étudiants de Minnesota, ça va être difficile. Pour moi, une personne méchante de Cleveland, c'est pas un problème. Bon. Alors, les témoignages à la fin du chapitre, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'ils ont ajouté dans cette nouvelle édition. Hein? Les stratégies. Connaître votre propre CV, j'ai oublié de vous dire cela, mais c'est une stratégie importante. J'ai eu, de vraies histoires, j'ai eu des entretiens d'embauche où je disais à quelqu'un, oh, j'ai vu dans votre CV que vous avez fait un stage en Corée du Nord. Parlez-moi de ça. Et la personne a dit, quoi? Je n'ai pas fait de stage. Qu'est-ce que vous lisez? Et la personne ne connaissait pas son CV d'abord et ensuite la personne n'avait pas une copie de son CV. La personne a pris ma copie pour regarder la partie que j'avais encerclée. Et ensuite, elle a dit, oh non, je ne suis pas allée en Corée du Nord. J'ai géré un stage pour quelqu'un d'autre qui est allé en Corée du Nord. Bon, il faut connaître votre CV. Préparez les questions, hein. Vraiment, hein, je suis même fâchée à la fin de l'entretien. Si je demande si la personne a des questions, ils me disent non. Je suis fâchée. Parce que ça montre aucune initiative, aucune motivation. J'ai donc gaspillé mon temps à lire le CV, à avoir un entretien d'embauche et la personne n'a même pas pris le peine de regarder notre site web. Connaître mon entreprise, s'il vous plaît. Arrivez à l'heure et n'ayez pas peur d'être vous-même. Hein. Vous avez des qualités très intéressantes. Ils vont vous aimer. Tous les emplois ne sont pas parfaits pour tout le monde, hein, mais quand vous ne voulez pas travailler dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, il faut, quand vous êtes confortable dans votre peau, ça se voit et ils apprécient ça. Alors, quelques faits divers. Monsieur, madame ou mademoiselle, d'abord, je vous ai dit de mettre homme ou femme ou H ou F entre parenthèses, H ou F, pas homme ou femme. Mais mettez H ou F entre parenthèses. Mais si vous lisez ce site web, en février 2012, le gouvernement en France a décidé que mademoiselle n'existe plus. C'est interdit en France. Et en Belgique, c'est pas conseillé, mais c'est interdit en France. Donc, François Fillon a déclaré en 2012 que c'est juste monsieur ou madame. Ils ont trouvé que c'était sexiste de dire mademoiselle
et madame pour les femmes et avoir juste monsieur pour les hommes. Donc, vous êtes tous madame maintenant, les femmes, ou monsieur, les hommes. Alors, je connais beaucoup de jeunes personnes qui n'aiment pas cela. Ils pensent que madame, c'est pour les personnes mariées ou vieilles. Merci beaucoup. Et ils utilisent mademoiselle toujours, mais pas dans votre CV, pas dans un état civil officiel, pas avec le gouvernement. Vous comprenez? Ça, c'est toujours dans la culture, mais ce n'est plus officiel ou acceptable et surtout pas dans le monde des affaires. Bon. Alors, je vous souhaite du courage. Et quand vous cherchez un travail, c'est jamais facile parce que vous entendez beaucoup de non. Et donc, j'aime cela. Le courage ne rougit pas toujours. Parfois, le courage est cette petite voix calme à la fin de la journée qui dit « Je vais essayer à nouveau demain ». Et c'est ce qu'il faut faire quand vous cherchez un travail. Le bon travail est là. Il ne faut pas perdre de l'espoir. Il faut essayer à nouveau demain. Alors, merci beaucoup de votre attention et on va continuer la prochaine fois. Au revoir mes amis et à la prochaine.